Beaurepaire, en Isère, le 19 mai 1894. La journée touche à sa fin. Eugénie Delhomme, une ouvrière de 21 ans, rentre chez elle. Elle n'a pas le temps de voir la silhouette fondre sur elle. Quelques heures plus tard, tout le village est plongé dans l'effroi. Le corps d'Eugénie baigne dans une mare de sang. Le spectacle est insoutenable. En 3 ans, plus de 20 cadavres seront découverts, égorgés, éventrés, violés. Rien ne semble pouvoir arrêter la rage meurtrière de celui que tout le monde surnomme l'éventreur du Sud-Est, l'un des premiers tueurs en série français. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux 4 coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. L'affaire de l'égorgeur du Sud-Est fait scandale dès le début. C'est le mode opératoire du tueur qui déclenche l'horreur. Eugénie, la toute première victime, à la gorge tranchée, les parties intimes ont été fortement mutilées. Pourquoi cette barbarie? Le meurtrier court-il déjà vers un autre crime? À peine un mois plus tard, l'éventreur du Sud-Est laisse un nouveau cadavre. Dans une bergerie, en bordure de route. Nous sommes dans le Var cette fois. Louise, tout juste âgée de 13 ans, gît dans la paille. La petite a probablement voulu résister à son bourreau. Tous les doigts de sa main droite sont tranchés. A-t-elle voulu saisir le couteau? Comment aurait-elle pu faire le poids contre l'éventreur? Sa cuisine à lui est bien réglée. Sa pulsion meurtrière plus forte. L'assassin n'a pas dévié de son mode opératoire habituel. Il a juste rajouté au sordide en commettant un viol post-mortem. En août 1895, en Côte d'Or, c'est au tour d'une journalière de 17 ans d'être retrouvée dans une friche le long de la route 91. 4 plaies au cou, les seins à moitié tailladés. Le meurtrier n'a à l'évidence pas pu terminer sa besogne. Il a tout juste eu le temps de voler les souliers de sa victime. Quelqu'un l'a-t-il aperçu? Non. L'éventreur est mobile, insaisissable, et la série de meurtres se poursuit. Le 1er septembre 1895, non loin du petit village de Bénonce dans l'Ain, un cri retentit. Des bergers accourent. Près du noyer, une large flaque de sang. Plus loin, une chemise ensanglantée et des débris de corps humain. Entre 2 arbres, le corps de Victor Portalier, un berger de 16 ans, est étendu dans l'herbe, éventré. L'éventreur s'attaque-t-il uniquement à des jeunes proies? Non. En août 1895, en Isère, la victime, la veuve Morand, est une pauvre ménagère de 58 ans. On la retrouve dans sa cuisine. Le meurtrier s'est-il servi des couteaux trouvés sur place? Probablement. Il aurait même été contraint de changer d'outil en cours de meurtre. Le monstre frappe, encore et toujours, au hasard de sa route. Dans l'Allier, en 1896, c'est une bergère de 19 ans. À Belfort, une fillette de 9 ans, Adrienne. Sa folie meurtrière est sans limite, aveugle. Ni les femmes, ni les enfants ne sont épargnés. Alors, la psychose s'installe dans les campagnes. Les gendarmes n'ont pas le début d'une piste. Le tueur n'est jamais là où on l'attend. Pourtant, il y a un suspect. Un homme aperçu à proximité de chaque crime. Un vagabond à l'air miséreux, laid et nauséabond, un œil fou injecté de sang. Malgré ce portrait robot, les recherches des gendarmes piétinent. Qui est-il?
Comment ce meurtrier parvient-il à échapper à la justice? Tout bascule en avril 1897. Dans l'Ain, un homme se met sur les traces du tueur. Il s'appelle Émile Fourquet. Il est juge et vient de prendre ses fonctions à Belley. C'est un espoir pour les gens du pays. Il est déterminé à avoir la peau de l'éventreur, car Émile Fourquet a une passion, entrer dans la tête des tueurs. Pour lui, si l'enquête n'a rien donné, c'est pour une raison bien précise. En France, à la fin du XIXe siècle, il est impossible pour un enquêteur d'aller mener des investigations en dehors des limites de sa circonscription. Alors, pour un assassin, rien de plus simple que d'échapper aux poursuites. Il suffit de se déplacer de commune en commune, de se faire oublier, de devenir un routard du crime. Et qui d'autre qu'un vagabond erre ainsi, de ferme en ferme, pour se faire embaucher? Le juge a besoin d'informations supplémentaires. Un nouveau meurtre va lui en fournir. Nous sommes dans le Rhône, quelques mois plus tard. La victime est un adolescent. Il a été égorgé et mutilé. Aucun doute, c'est la marque du tueur, son tueur, le Jacques l'Éventreur du Sud-Est. Il faut mettre la main sur ce vagabond insaisissable. Pour faciliter les recherches, le juge établit un véritable plan de bataille. Il met au point des tables de concordance entre tous les crimes non élucidés, puis envoie un portrait type de l'éventreur à tous les parquets du centre et du sud-est. La chasse à l'homme peut enfin commencer. En quelques semaines, ses efforts sont récompensés. En juillet 1897, en Ardèche, les gendarmes arrêtent un certain Joseph Vacher pour outrage aux bonnes mœurs. L'homme s'est jeté sur une jeune femme, armée de son couteau, pour tenter de la violer. Son physique a attiré l'attention du juge d'instruction local. Il correspond parfaitement au signalement de l'éventreur du Sud-Est. Pour la première fois, le juge Fourquet tient une piste sérieuse. Après 3 mois de prison, Vacher, qui s'attend à être libéré, est conduit à Belley par 2 gendarmes. Direction le bureau du juge Fourquet pour des interrogatoires. Le piège se referme sur l'assassin présumé. En l'absence de preuves directes, le juge a besoin d'aveux pour construire le dossier. Il le sait. Jamais il ne se résoudra à voir Vacher remis en liberté ou échapper à une condamnation. Ces aveux, il les obtiendra coûte que coûte. L'atroce éventreur doit payer pour ses crimes. Mais Vacher résiste, se tait et ne semble absolument pas prêt à coopérer. Pire, le juge découvre un assassin qui présente des signes inquiétants d'aliénation mentale. Vacher s'exprime bizarrement, avec emphase, entre dans des rages folles, porte un bonnet pour calmer ses maux de tête et prétend avoir 2 balles logées dans le crâne. Un fou? Un malade, irresponsable de ses actes? Non. Pour le juge, Vacher est un simulateur qui, sous couvert de folie, veut échapper à la prison. Fourquet tente alors une autre stratégie. Il décide de gagner sa confiance, sous prétexte de faire une étude sur les vagabonds, si nombreux dans les campagnes françaises de la fin du XIXe siècle. Fourquet fait parler le suspect. Vacher raconte sa vie d'errance sur les routes de France. Il se livre. Au bout de quelques semaines, à l'usure, le juge finit par obtenir ce qu'il voulait. Le 7 octobre, depuis sa cellule, Vacher écrit une lettre dans laquelle il avoue tout. Les meurtres, les accès de rage pendant lesquels il veut purger la société de ses péchés. Fourquet tient son accusation. Les aveux sont irréfutables. Le procès de Joseph Vacher peut commencer.
Le 26 octobre 1898, à Bourg-en-Bresse, Vacher entre dans la salle de la cour d'assises. Le collège d'experts tranche. Joseph Vacher est déclaré saint d'esprit. Il est responsable de ses actes devant la justice et paiera pour ses crimes. Pourtant, sur le banc des accusés, Vacher tente d'esquiver. Il porte autour du cou une pancarte sur laquelle on peut lire « J'ai 2 balles dans la tête ». Dans le box des accusés, il chante « Gloire à Jésus, gloire à Jeanne d'Arc ». Est-ce une farce ? L'homme essaie-t-il de manipuler la cour ? Mais les débats continuent. Vacher est sommé de faire le récit de son existence de misère, qui commence par la mort qu'il côtoie très tôt. À sa naissance, son frère jumeau meurt étouffé dans son berceau. À 14 ans, sa mère décède. C'est le début de sa vie d'errance, de place en place, de ferme en ferme, à la recherche de moyens de subsistance. Ensuite vient la frustration. À 20 ans, à Grenoble, il contracte une maladie vénérienne auprès des prostituées. Les médecins lui retirent une partie du testicule. C'est un traumatisme. Puis, enrôlé dans l'armée, Vacher devient le souffre-douleur de ses camarades de régiment. Il tente de se suicider à plusieurs reprises. Il tombe amoureux d'une jeune femme, Louise Baran, mais elle lui préfère un autre soldat. Fou de désespoir, Vacher tente de la tuer de 3 coups de feu. Il la rate. Dans la foulée, il fait une nouvelle tentative de suicide et se tire 3 autres balles dans la tête. De cet épisode dramatique, il gardera ce visage mutilé, reconnaissable entre tous, un œil difforme, tout le côté droit du visage paralysé qui rend son élocution difficile et des maux de tête terribles. Puis Vacher est interné pendant 1 an à l'asile de Dole. Face à ses juges, le tueur se bat pour mettre la société face à ses responsabilités. En vain. Comment pourrait-il seulement émouvoir les jurés ? Lui, l'éventreur aux 20 cadavres, Vacher est condamné à mort. Le 31 décembre 1898, il est conduit à la guillotine. Les policiers peinent à contenir la foule qui s'amasse pour voir tomber la tête du tueur de bergers. Il veut s'adresser à ceux qui scandent « La mort, la mort !» Les policiers l'en empêchent. Le font basculer sur la planche. Le couperet tombe. Il est 6h57. Après des années de terreur, Joseph Vacher, le Jacques l'Éventreur du Sud-Est, l'un des premiers tueurs en série français, n'est plus.